que après 11 ans d'efforts, commencés par moi d'ailleurs, en 82-83, pour avoir une monnaie stable, pour réduire l'inflation, comment se fait-il que maintenant nous avons une balance commerciale qui est positive? Alors qu'on disait toujours en France qu'il fallait dévaluer pour augmenter notre compétitivité. Mais alors où est la faille parce que l'économie a quand même pour but de faire vivre correctement les hommes. Où est la faille? La faille, c'est que nous ne savons pas créer suffisamment d'emplois avec la croissance. Même quand nous avons 3% de croissance, nous créons pas assez d'emplois. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des moyens d'élargir les besoins et même de diminuer la productivité dans les secteurs protégés pour créer plus d'emplois. Je dis dans les secteurs protégés de la concurrence. D'où mon idée de ce troisième secteur qui couvrirait précisément tous ces besoins qui peuvent être satisfaits sans pour autant devenir les champions du monde de productivité. Donc à votre avis, on n'a pas trop sacrifié à la monnaie, le chômage n'en a pas souffert et Philippe Séguin a tort. Oui, je pense qu'il a tort et je crois que si, par malheur, hier ou demain, on jouerait à nouveau avec la monnaie pour se donner un peu d'air, alors on aurait eu un peu d'illusion, comme quand on prend une piqûre qui vous fortifie, mais au bout d'un an, on se retrouverait avec nos problèmes structurels, la compétitivité de notre offre de production, notre capacité de vente, notre capacité à créer des emplois. Donc c'est un fait d'expérience, confirmé d'ailleurs par la France. Rappelez-vous, avant, tous ces chefs d'entreprise qui pressaient le gouvernement de dévaluer un peu la monnaie, c'est comme ça d'ailleurs qu'on faisait en Italie. Et avec quel résultat ? Bon, parlons un peu d'Europe, puisque nous sommes dans le bureau du président de la Commission européenne. Dans le livre, vous apparaissez d'abord très critique à l'égard de ce qu'on appelle les fédéralistes européens. Vous faites un hommage remarqué à l'État-nation, ce qui n'était pas, me semble-t-il, votre langage jusqu'à présent. On a l'impression que vous devenez tout à coup un Européen un peu plus précautionneux qu'avant. Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de... Ma conception... Quand je suis arrivé ici, et que j'ai dit, pour réveiller la belle au bois dormant, que faire? Et après avoir fait la tournée des capitales, je me suis aperçu qu'il n'y avait qu'un seul sujet sur lequel les 10 d'alors étaient d'accord. L'Espagne et le Portugal n'étaient pas encore rentrés. C'était la réalisation d'un grand espace économique qui stimulerait nos économies. Eh bien, les plus ardents militants européens ont dit il manque de vision, il est trop pragmatique. Donc, je n'ai pas changé de ce point de vue. Et c'est justement par cet engrenage que je suis arrivé à redonner une image et un sens à la construction européenne. Bien, mais je n'ai jamais dit dans aucun papier que c'était la fin des nations. Ça, certains fédéralistes l'ont dit. Et vous savez pourquoi certains l'ont dit après-guerre? C'est parce qu'ils étaient tellement obnubilés, obsédés par ces guerres civiles entre nous, qu'ils attribuaient à l'exaspération du fait national, qu'ils ont dit il faut dépasser le fait national. Mais je n'ai jamais dit ça. Et je ne le dirai pas, moins encore aujourd'hui, car pour lutter contre l'exclusion, et ça passe par un fort sentiment d'appartenance des citoyens à une collectivité, c'est la collectivité rassembleuse la première, c'est l'État-nation, c'est la nation. Et vous n'êtes plus fédéraliste ou vous n'êtes pas fédéraliste? Je suis fédéraliste dans l'approche, c'est-à-dire bien distinguer qui fait quoi, qu'il n'y ait pas de confusion des genres, que les parlements nationaux savent exactement quels sont les pouvoirs qui ont été transférés aux autorités européennes, qu'elles peuvent être consultées. Donc je suis pour un traité plus clair que celui de Maastricht. Je l'ai dit, on ne m'a pas écouté. Mais ce traité tel qu'il est permettra quand même une marche en avant. Mais c'est ça l'approche fédérale pour moi. Bien distinguer qui fait quoi, afin que les choses soient claires et que chaque fois qu'une décision est prise, on sait qui est responsable. On parle beaucoup en ce moment de la nécessité pour l'Europe d'avoir un noyau dur. On voit autour des pays fondateurs, l'Allemagne, le Benelux, la France. Est-ce que vous êtes partisan de ce noyau dur? Je vais vous répondre. Si j'étais resté président de la Commission 5 ans de plus, et que j'aurais eu à préparer le prochain rendez-vous des gouvernements pour discuter de l'adaptation du système communautaire à une Europe à 16, mais pas à 16, car il y en a 12 encore qui frappent à la porte, à 28. J'aurais commencé par essayer de voir comment pouvait fonctionner cette Europe à 28. Et si l'on fait ainsi, sans classer les gens a priori dans une première ou une deuxième division, pour reprendre une image footballistique, alors on s'apercevra qu'à un moment, certains pays ne veulent pas ou ne peuvent pas réaliser tel ou tel objectif. Et à ce moment-là, tout naturellement, ce serait dégagé 2 Europes. Une grande Europe. Pourquoi une grande Europe?
Pourquoi ne pas fermer nos portes? Parce que le devoir de ma génération et des générations qui suivent, c'est d'étendre nos valeurs de paix et de compréhension mutuelle à tous les pays européens. Et de faire en sorte que ce qui se passe en Yougoslavie ne puisse pas se reproduire. Donc, toutes les valeurs de paix, de reconnaissance mutuelle, fondées sur la coopération, l'échange économique, la liberté de circulation des biens, des services et des personnes, tout cela permettra de constituer les bases pour un continent plus pacifique. Mais quand il s'agira de dire certaines nations veulent aller plus loin, parce qu'elles estiment que leurs marges de manœuvre sont réduites, ce sont des grandes nations comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et elles veulent aller plus loin. Elles ne peuvent le faire aujourd'hui dans ce monde qui a changé avec de grandes puissances comme la Chine, l'Inde. Elles ne peuvent le faire qu'en s'unissant. Mais pas s'unissant surtout, décidant d'avoir des actions communes dans certains domaines. Une monnaie unique, une défense unique, des actions communes de politique étrangère. Eh bien, croyez-moi, les 28 ne seront plus là. Alors, on sait que vous êtes, par exemple, proche du chancelier Kohl. C'est vrai que vous êtes le candidat de l'Allemagne, comme dit Jean-Pierre Chevènement? Ça, c'est une insulte. Ça ne mérite même pas d'être relevé. Quand je vois ces notions sur l'anti-France, ça me rappelle le néofascisme, ou la période de Vichy. C'est honteux de dire ça. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il n'était pas patriote parce qu'il ne pensait pas comme moi. La France aura la présidence de la Communauté européenne à partir du 1er janvier. Est-ce que cette présidence n'est pas d'ores et déjà fort compromise par le fait qu'elle sera coupée par l'élection présidentielle, par un changement de gouvernement, par le fait que le ministre des Affaires étrangères est en même temps le président d'un parti qui est assez divisé sur l'Europe, etc. Le Premier ministre m'a dit, puisque nous nous voyons chaque mois, lui dans ses fonctions, moi dans les miennes, m'a dit qu'il prendrait toutes les dispositions avec le président de la République pour que la présidence française démarre sur les chapeaux de roue dès le mois de janvier et se conclue en juin par un Conseil européen à Cannes. Et d'ailleurs, une réunion interministérielle y a été consacrée. M. Mitterrand et M. Balladur doivent se concerter. Il n'y a aucune raison que la France ne tienne pas son rang et ne fasse pas une bonne présidente, comme l'Allemagne l'a fait alors qu'elle a eu des élections. Mais pour ça, il faut que la Commission européenne soit très active aussi, bien sûr. Quand Jacques Chirac propose d'organiser un nouveau référendum afin de passer à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, c'est une faute ou bien est-ce que vous prenez dans l'autre sens et vous vous dites, après tout, ce serait peut-être un bon moyen de donner un nouveau feu vert si le résultat est positif à l'Europe? C'est une faute ou... Non, je pense tout d'abord que c'est contraire au traité que nous avons signé. Car dans le traité, il est indiqué que les pays qui signent ce traité considèrent que la troisième phase de l'Union économique et monétaire est irréversible. Donc, nous tournons le dos au traité, à notre signature. La crédibilité de la France est engagée. Mais il y a plus grave, c'est que l'Union économique et monétaire, rappelez-vous, qui en a parlé en 86-87 ? François Mitterrand, Édouard Balladur, alors ministre des Finances. Et pourquoi voulions-nous un calendrier? C'est parce que ils avaient peur, ou nous avions peur, que l'Allemagne, une fois unifiée, dérive. Et c'est aujourd'hui le pays qui a voulu ce calendrier, qui a voulu arrimer l'Allemagne à l'Europe, qui remettrait tout en cause. Car la France n'est pas n'importe qui. Hein, quand la France fait un geste pareil, croyez-moi, ça a de rudes conséquences. C'est la crise. Et on peut avoir le sentiment quand même qu'un certain nombre d'Européens ont aujourd'hui désormais peur de la mauvaise image que l'Europe a acquise pour des raisons vraies ou fausses, peu importe. Parce que faire répéter par le suffrage universel qu'on est pour l'Europe, ça pourrait être un grand pas en avant. On peut trouver d'autres occasions. Il va y avoir un nouveau traité. Alors là, on peut faire un référendum. Mais vous vous rendez compte l'effet qu'a eu cette annonce? Heureusement qu'elle n'a pas été reprise par ceux qui dirigent le pays, le président de la République. Finalement, vous êtes plus proche d'Édouard Balladur que de Jacques Chirac sur les problèmes européens, c'est clair. Oui, mais il faudrait quand même que le Premier ministre approfondisse sa pensée devant moi pour que je puisse vous répondre avec exactitude. Si vous pensez que l'Europe sera justement un thème important de la prochaine campagne présidentielle? Ah, ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'elle devrait l'être? Comment? Est-ce qu'elle devrait l'être? Dans la mesure où plus de 48% des Français ont voté non à Maastricht, je crois que ça vaut la peine de mettre les choses au clair lors de la campagne présidentielle. La construction européenne est actuellement la seule aventure collective que l'on offre aux Français. C'est une affaire à long terme. Bon, ça vient de loin. Il s'agit, je le répète, de transformer notre continent en un continent de paix et de garder à nos pays la puissance et le rayonnement sans lesquels on ne peut défendre ni notre niveau de vie, ni nos idées, ni notre indépendance. C'est un grand projet.
Alors il a des hauts et des bas, comme dans l'histoire. Il y a toujours un diablotin pour déchirer ce que vous avez fait. Ce grand projet, il faut le porter et en montrer quelles sont les valeurs profondes, et non pas s'arrêter au jour le jour. Si d'autres ont des conceptions différentes, qu'ils les expriment. Mais je souhaite bien entendu que ça ne soit pas la seule aventure collective que l'on offre aux Français. Et nous avons parlé au début de la société des deux tiers. Ressouder la société française, c'est une aventure collective exaltante et ô combien plus difficile que la construction de l'Europe. Une élection présidentielle, c'est un moment fort, c'est un élément il y a un changement de société, il y a un débat sur un vrai changement de société, sur des ruptures, ou bien... non. Non, ça c'est des contes racontés aux enfants, ça. Hein, c'est pourtant ce que disent souvent les candidats, non ? Comme me disait ma grand-mère, quand je voulais pas prendre la cuillère d'huile de foie de morue, si tu ne la prends pas, la lune va te manger. J'y ai jamais cru, heureusement. Croire que parce qu'il y a une élection présidentielle, on efface tout et on recommence, et que la société, comme par miracle, est différente, c'est se moquer du monde, littéralement. Oh. Mais saisir cette période pour expliquer aux Français d'une manière franche les enjeux, ce qu'ils peuvent attendre du pouvoir, est-ce que le pouvoir attend d'eux ? Oui. Est-ce qu'on peut, après ce livre, après toutes vos déclarations depuis quelques années, est-ce qu'on peut parler d'un projet de Lorien, d'une vision de Lorienne ? Il y a eu, après la période 69-72, un livre qui s'est appelé « Le social de Lorisme », qui montrait comment, alors que tout le monde était sceptique, j'avais pu, dans ces 3 années, faire progresser les relations sociales, instituer le droit à la formation permanente, cette formation permanente qui est tant d'actualité aujourd'hui, et je suis quand même assez fier, même si le verre n'est qu'à moitié plein, oui, il y a une voie qui m'est propre d'approcher les problèmes politiques par la société, et notamment par le social, mais sans négliger jamais l'économie. Cette voie est proche de celle du Parti socialiste aujourd'hui, ou vous semblez un peu loin ? Il y a beaucoup de socialistes qui se reconnaissent dans mon approche. Et d'ailleurs, c'est normal, puisque il y a toujours eu trois courants dans le socialisme, le courant marxiste ou néo-marxiste, le courant proudhonien et le courant social-démocrate que je représente plutôt. Donc il y a des gens qui ont une sensibilité social-démocrate dans le Parti socialiste, il y en a d'ailleurs de plus en plus. Est-ce qu'on peut dire de ce projet de Lorien que c'est un projet de gauche ? Ah oui. Alors la gauche est minoritaire en France. Qui pourraient être les alliés des électeurs de gauche pour mettre en œuvre un projet qui s'inspirerait du vôtre ? Ça, c'est la question à 100 000 francs. C'est un projet de gauche, mais d'une manière que je vais vous dire, qui va choquer certains. Parce que je vais prendre une phrase en otage. Ramus disait « La nature est à droite, l'homme est à gauche ». Voilà, moi je crois au progrès de l'homme. Et je ne prends pas mon parti d'aucune des injustices. Mais je crois que ce progrès, il est toujours remis en question. Qu'il faut chaque matin recommencer, ne jamais se décourager. Parce que l'homme porte en son cœur le meilleur et le pire. C'est ainsi. Mais je crois à ce progrès. À un progrès limité, raisonnable. Je n'ai jamais été révolutionnaire. Je suis profondément un réformiste. Avec qui pourrait gouverner demain un président de gauche ? Avec les alliés traditionnels de la gauche, avec les communistes, avec les écologistes, avec les radicaux de gauche ? C'est une question qui sort du livre. Oui, mais c'est une question importante quand même, non ? Il faut demander aux différentes forces politiques. Alors, est-ce qu'une majorité pourrait se constituer autour de l'Europe, derrière un candidat à l'élection présidentielle qui transcende, puisqu'on voit bien les divergences sur l'Europe, passent au travers de tous les partis politiques. Est-ce qu'un homme pourrait rassembler tout le monde sur l'idée européenne ? Je crois que ça ne serait pas suffisant. Il faut y ajouter quelques propositions pour l'organisation et l'avenir de la France, de la société française. L'union de la gauche est démodée, telle qu'elle était conçue autrefois, PC, PS. Elle n'est pas démodée, c'est une autre période. Lorsque François Mitterrand a commencé la stratégie qui devait conduire la gauche au pouvoir, il a pris en compte les rapports respectifs des forces électorales entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Il a fait l'union de la gauche pour pouvoir rassembler ce qu'on appelait à l'époque le peuple de gauche et obtenir une victoire politique dans un pays qui n'a jamais été sociologiquement à gauche, comme l'est par exemple la Suède ou d'autres pays. Donc il a réussi cela. Mais c'est une époque. Cette époque, elle est dépassée aujourd'hui. L'addition des voix de la gauche stricto sensu, ça fait 40 à 45% de l'électorat. Pourquoi le cacher, puisque c'est ainsi ? Il faut donc conquérir
de nouveaux électeurs, il faut donc conquérir de nouveaux militants. Il faut donc passionner les jeunes et les moins jeunes pour les changements nécessaires de notre société, pour le combat contre l'injustice qui n'est pas sécrétée par le grand capital, comme on dit, mais qui est sécrétée par nos insuffisances à tous, par la fin de notre modèle. Nous avons parlé au début de cet entretien d'un nouveau modèle. Il peut y avoir une majorité autour des livres, autour des idées qui sont développées dans ce livre. Bon, laissons d'abord... On parle du livre, là. Hein. Oui, oui, bien sûr. Laissons d'abord les gens le lire. Et moi, si ce livre, en dehors du fait que je confronte avec un brillant sociologue, Dominique Volton, ma pensée et mon action, je démontre que je n'ai pas beaucoup changé, et pas changé du tout en ce qui concerne les valeurs qui me motivent. Si ce livre comporte des éléments importants pour l'avenir et qui peuvent donner lieu à discussion pendant la campagne présidentielle, j'en serais heureux. Moi, j'ai toujours cru aux idées. C'est pour ça que j'ai commencé ma vie militante par des clubs. Qu'est-ce que faisaient les clubs? Ils produisaient des idées. Monsieur Delors, je suis sûr que depuis le début de cette émission, beaucoup de téléspectateurs se disent qu'ils tournent autour du pot. Alors, je voudrais vous poser une question toute simple. Vous avez accepté notre invitation, vous venez de publier un livre, vous dites un certain nombre de choses qui vous semblent essentielles pour l'avenir de la France. Qu'est-ce que vous feriez de différent si vous étiez candidat? Pour l'instant, votre question est tout à fait valable. Mais je vous l'ai dit, je ne suis pas au terme de ma réflexion. Et ma réflexion, elle porte autour d'éléments qui me sont personnels, après 50 ans de vie active, 50 ans de vie militante, 50 ans de travail acharné, et sur les possibilités pour moi d'être utile ou demain. Voilà la question que je me pose. Alors, quels sont les critères, les critères du choix décisif? Vous des problèmes personnels, politiques? Les deux entreront en ligne de compte. Mais je ne suis pas au bout de ma réflexion et je ne peux pas vous en dire davantage, j'en suis désolé. Mais j'ai beaucoup de travail et je ne peux pas me divertir toutes les 10 minutes de mon travail en pensant à ça. Vous dites que vous avertirez les socialistes avant Noël de votre décision de ne pas être candidat. Alors on peut dire à contrario que si vous n'avez pas dit avant Noël que vous n'êtes pas candidat, c'est que vous le serez. J'admire votre logique, madame. Pour réussir à un haut niveau en politique, on dit très souvent qu'un homme doit être un tueur. Est-ce que vous êtes un tueur? Alors, je n'ai aucune chance de réussir. La réponse est là. Oui, définitivement. Je ne peux pas entrer dans ce genre-là. Ça n'est pas mon style et ce n'est pas maintenant que je vais changer. Vous parlez beaucoup de social, vous dites que le moment de votre vie professionnelle que vous regrettez, c'est la période que vous avez passée notamment au commissariat au plan, vous rappelez votre passé de syndicaliste, vous êtes, je crois, assez satisfait des 10 années que vous avez passées ici. Au fond, on a l'impression que la politique, vous la subissez, quoi. Oui, ça n'a jamais été ma tasse de thé principale. Je comprends que certains naissent avec l'envie de faire de la politique et cela a donné de très beaux responsables, de très beaux dirigeants pour notre pays. Mais moi, ce qui me passionne, c'est la société. Et j'ai cru pendant longtemps qu'on pouvait la réformer par l'économique et le social, ce qui explique mes choix de vie professionnelle et mes choix militants. Et puis un jour, François Mitterrand m'a convaincu que sans la politique, on ne pouvait pas aller plus loin que je n'avais été. Et pour appliquer ces idées aujourd'hui, il faut aller encore plus loin? Il faut que la politique soit là. Mais il faut... Ce livre montre précisément qu'il n'y a pas que ça. Je fais appel au mouvement de la société elle-même, au mouvement de ses représentants, les organisations professionnelles, syndicales, la vie associative, toutes ces forces vives qui aujourd'hui sur le terrain s'occupent de la lutte contre l'exclusion, de la lutte pour un meilleur environnement, de la lutte contre l'injustice, tous ceux qui rendent des services à ceux qui sont délaissés par la société. Tout cela, mon rêve, ce serait que demain, ils se mobilisent pour ce projet collectif. Si à Noël ou à la fin janvier, vous êtes candidat, est-ce que ce sera par devoir? Si c'est oui, ce sera par devoir. Oui. Et si c'était non, on vous reprocherait, parce que certains appellent déjà peut-être une lâcheté. Vous pouvez manquer à votre devoir? Comment? Vous pourriez manquer à votre devoir si c'est non. Après 50 ans où j'ai tant donné, j'estime qu'aujourd'hui, la notion de mon devoir, je ne peux la discuter qu'avec mes proches et que quel que soit mon choix, de toute façon je serai matraqué dans un cas comme dans l'autre. Par conséquent, je le ferai en fonction de ma conscience et de la vie de mes proches, des miens. Et c'est tout.
Et ceux qui ne seront pas contents le diront, dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que vous pouvez ne pas être candidat aujourd'hui, si vous êtes la seule chance pour la gauche? Vous pourriez, comme vous dites souvent, vous regarder dans une glace le matin et vous dire j'ai pas voulu. Vous tournez autour du pot, mais vous n'en saurez pas davantage parce que, je vous l'ai dit, je ne suis pas au terme de ma réflexion et c'est une question d'ordre personnel avant tout. Je veux dire, c'est un homme devant une offre ou c'est un homme devant, pas un destin, le mot est trop fort, devant un devoir peut-être, mais où est le devoir? Encore une fois, je ne le sais pas aujourd'hui, et dès que je l'aurai trouvé, eh bien je me déciderai. Rendez-vous à Noël? Comment? Rendez-vous à Noël? Ce jour-là, j'espère que vous aurez mieux à faire que de m'interroger, hein, et qu'en tout cas, puisque c'est Noël, il faut que les Français sachent que le lendemain des élections présidentielles, il n'y aura pas un cadeau tout fait, comme ça, avec une société nouvelle qui ne demanderait aucun effort. Ceux qui leur diront ça, ils peuvent tourner le bouton de leur télévision. Monsieur Delors, merci. Avec le magazine Réponse à tout santé. Hervé Illion se souviendra longtemps de ce dernier cross de l'histoire de Maison Lafitte. Il avait course gagnée lorsque sa jument Ingena Rosa a culbuté à la réception de l'avant-dernière haie. Kazakh célèbre se rendant au rond de présentation du prix Adaris, dont le favori est Trojancy, 6 fois placé déjà cette saison, et confié à Guy Guignard qui se met ici en selle. Hélas pour lui, il devra une nouvelle fois se satisfaire de la seconde place. Venu en pleine piste attaquer le leader Solidoun, Trojancy ne peut venir à bout de sa résistance, tandis que Kemadi, deuxième favori, se contente de la 3e place. Le lauréat a été monté par Dominique Boeuf, la sympathique cravache d'or 1991, a maintenant retrouvé toutes les facettes de son talent. Il a d'ailleurs remporté une autre course aujourd'hui, la 2e, en selle sur Joselito, lauréat dans un bon style. Comme souvent à cette époque de l'année, 3 outsiders ont pris les premières places d'une course, la 6e en l'occurrence. Pronostic de Pierrette Bresse pour demain à Saint-Cloud. 2 SST, 18 La Fileuse, 10 Antari, 12 Tale-Teller, 17 Natalia Fair, 6 Punishment, 4 Parme et 7 Vagamo. Une course à vivre en direct sur France 2 à 15h45. Dans Rizzetto de Panzani, il y a des carottes, des oignons et... Rizzetto de Panzani! La première sauce toute prête pour le riz. Plus tard, Bud Taylor a été intercepté au volant de la voiture de sport qui venait de s'offrir. Peter Snow s'est fait arrêter juste après s'être acheté une somptueuse limousine. Quant au 3e, il court toujours. L'AX est la voiture de ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Eh bien, c'est très simple, c'est la bouteille de lait Lactel, une bouteille UHT. Elle conserve au lait tout son bon goût et toutes ses vitamines, parce qu'elle ne laisse pas du tout passer la lumière. Il suffit de demander. L'essentiel est dans Lactel. Devinez qui est notre assureur. Zurich Assurance. Diane les aime, entre 2 âges. Chantal exige qu'il soit bien fait. Et moi, je m'envoie que des petits jeunes. Jeunes, entre 2 âges, ou bien fait. 3 façons de l'aimer. Pavé d'affinois. Entre le plaisir du collant. Toi et moi, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Le plus beau dîme, c'est vous. Je
situation météo bien classique. Vous l'avez deviné, la France est coupée en deux avec une moitié nord sous la grisaille et sous la douceur et une moitié sud beaucoup plus ensoleillée avec des matinées un peu plus fraîches. Mais les nuages ont déjà tenté une incursion vers le sud-est cet après-midi. Regardez l'image satellite avec cette situation vue d'un peu plus haut. L'anticyclone, en fait, l'anticyclone des Açores a bien résisté sur les régions du sud-ouest. Le front chaud l'a donc contourné par le sud-est et le front froid arrive timidement sur la pointe de la Bretagne en donnant quelques gouttes de pluie. Cette perturbation progressera vers le sud dans la journée de demain. Elle ne sera pas très active car les pressions restent relativement élevées. Regardez le programme. Pour demain matin, on retrouvera ce front froid sur les régions du nord-ouest, des Pays de Loire à la Champagne et aux Ardennes avec de faibles pluies sur ces régions. Le retour de timides éclaircies à l'arrière avec des vents d'ouest qui atteindront 60 km/h en rafale. À l'avant, un temps bien ensoleillé au sud avec des nappes de brouillard qui pourront se développer dans la vallée de la Garonne ou dans la vallée du Rhône. Et puis une zone intermédiaire du nord de l'Aquitaine à l'Alsace où les passages nuageux seront un peu plus nombreux. Voici l'évolution pour demain après-midi. Petite progression de ce front froid que l'on retrouvera de l'Alsace au Limousin avec des pluies faibles sur ces régions. À l'arrière, ce sera un ciel de traîne qui s'installera avec des risques d'averses, notamment près des côtes bretonnes ou des côtes de la Manche. Toujours des vents d'ouest jusqu'à 50 km/h. Plus au sud, le soleil devrait résister avec des vents qui devraient se lever en Méditerranée, du Mistral et un petit vent d'ouest qui souffleront jusqu'à 60 km/h. Les températures seront fraîches demain matin, notamment sur la moitié sud, car le ciel sera dégagé avec 3 degrés seulement à Clermont, à Grenoble ou à Lyon. Il fera en revanche déjà très doux sous la couverture nuageuse au nord, avec des valeurs entre 7 et 13 degrés. L'après-midi, douceur généralisée du nord au sud, avec des températures de 3 degrés au-dessus des normales saisonnières, qui s'échelonneront entre 13 degrés à Brest et jusqu'à 21 degrés à Bastia. Un coup d'œil chez nos voisins, si vous le voulez bien. Le soleil s'imposera royalement autour de la Méditerranée. Il fera beau sur la péninsule ibérique, sur l'Afrique du Nord, sur l'Italie et sur la Grèce, alors que le ciel sera beaucoup plus capricieux sur l'Europe du Nord, avec ces fronts perturbés qui circulent des îles britanniques à Moscou, où le temps sera gris avec des chutes de neige, il ne fera que moins 6 degrés. Demain, nous fêterons la Saint-Albert, les Albertes, les Albertines, les Léopold et les Arthur. Nous perdrons 2 minutes de soleil. Demain matin, c'est Isabelle Martinet que vous retrouverez dès 7h-5 aux côtés de William Lémergie. Hommes, femmes, qui tire les ficelles? Ça se discute. Si pour certains machos, il est encore naturel que le mâle domine dans la société, le sexe dit faible voit souvent en l'homme un tyran fragile contre qui il faut lutter. En direct et en public, les opinions se défendent avec Jean-Luc Delarue. Ce soir, la parole est aux hommes. Demain, la parole est aux femmes sur France 2. Juste dosage entre 4 huiles végétales, nos nutritionnistes ont réussi à obtenir exactement la margarine qu'ils avaient prévue. C'est Prima, une margarine unique pour votre équilibre nutritionnel. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu dans Prima, c'est qu'elle aurait aussi bon goût. Margarine Prima? Mais prévoyez de l'essayer. Chrysler est fier de vous présenter sa toute nouvelle voiture. Comme notre voyageur, elle a l'intelligence de l'espace intérieur. Comme notre vision, elle a adopté le concept de l'habitacle avancé. Comme notre Vipère, elle ne laisse vraiment pas indifférent. Et comme notre Jeep Grand Cherokee, elle a soif d'aventure. Pourtant, sa personnalité est vraiment unique. Voici la Chrysler Néon, une super amie, une grande voiture. Tu passes le ballon. Qu'est-ce qu'on a bien fait d'acheter cette maison? Le salon de la maison individuelle, c'est à la porte de Versailles du 11 au 20 novembre. Mais parle, nom de Dieu, parle! C'est urgent, je vous assure. Claire a eu un enfant. On va le faire payer, ce mec. Ce que je veux, c'est le faire flipper. Il y a 10 ans, il a dû choisir entre l'amour et le pouvoir. Aujourd'hui, chef de l'État, il doit faire face à un fils illégitime. Le problème majeur, c'est ta succession. Mais ma responsabilité à moi, c'est pas le pays, c'est mon fils. Jean-Louis Trintignant, Catherine Deneuve, Hippolyte Girardot, Michel Serrault dans Le Bon Plaisir. L'histoire d'une liaison très dangereuse, mardi soir sur France 2. Retrouvez le film avec Nokia Océanique, les nouveaux horizons de la télévision.